Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la collection de cartes Pokémon, vous donner un petit peu mon avis sur la collection actuelle, sur tout l'engouement et le phénomène Pokémon depuis quelques années, phénomène dans lequel moi aussi je suis tombé, et donc je vais vous partager ma collection de Pokémon. Sur cette chaîne, on parle plutôt de l'actualité des TCG sous le prisme du jeu, donc on parle rarement de Pokémon parce que c'est pas le jeu qui est le plus consommé, le plus joué en France. En France, on a surtout un game de la collection. Donc, je suis collectionneur, mais je vous en parle pas hyper régulièrement. Je me suis dit que c'était de l'occasion de vous montrer voilà, toutes mes cartes de collection, hein. Je vous montre, j'en ai plein. J'en ai plein. On va pouvoir partager ça ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € sur notre boutique labelcarte.fr. Pour ça, c'est très simple, je tire au sort un commentaire parmi toutes les vidéos qui sont sorties dans le mois et les gagnants sont annoncés dans le podcast Magic et Multi-TCG. Donc si vous commentez sur cette vidéo, vous prenez le risque peut-être de remporter un bon d'achat de 80 €. Merci à tous ceux qui le feront et bon visionnage. Ok, bon bah on est parti sur Pokémon. Ça fait des années que je collectionne Pokémon, mais j'en parle relativement peu sur la chaîne parce qu'on s'attache plus à la création de contenu lié à des jeux qui sont consommés en tant que jeu. Là où, par exemple, en France, Pokémon est quand même beaucoup plus lié à la collection. On avait parlé un petit peu de Pokémon Pocket, qui avait vocation aussi à être joué. J'ai moi-même personnellement joué à Pokémon en 2021-2022, qui est un jeu qui est tout à fait respectable et qui est plutôt cool, qui a d'ailleurs une consommation en tant que jeu beaucoup plus prépondérante, notamment aux États-Unis ou au Japon. Mais du coup, il sort un petit peu de la liste des TCG dont on parle régulièrement. Par contre, eh bien, c'est un TCG que je collectionne. Je trouve les cartes vraiment très belles, notamment les cartes de mon enfance, les générations de mon enfance, qui sont donc la première, deuxième et troisième génération. Et donc, au fil du temps, j'ai récupéré pas mal de cartes de collection. Je vous présente surtout mes collections Cardass Vintage, Dragon Ball, collection Magic ou collection d'autres TCG comme One Piece par exemple. Mais je présente et je parle assez rarement de ma collection Pokémon. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous la partager ce matin en live. On est parti ? Donc on passe en format zénithal. Normalement, tout est bon. Et on va pouvoir commencer comme ça. Déjà, on va commencer par le début. Je vais scinder cette présentation de collection en plusieurs formats. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est récent. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce qui est vintage. Ensuite, je vous présenterai les quelques cartes gradées que j'ai. Et enfin, on finira par des collections dites annexes, qui ne sont pas les cartes Pokémon auxquelles vous pensez quand on parle de cartes Pokémon. Maintenant, rétrospective, je ne sais pas parler. Comment j'ai commencé à collectionner du Pokémon ? Il faut savoir que j'ai connu évidemment Pokémon en 1999, quand c'est sorti en France, dans la cour de récréation. J'avais 7-8 ans à l'époque, 8 ans. Je collectionnais déjà des cartes Dragon Ball, donc forcément j'ai échangé mes cartes Dragon Ball, parce que Dragon Ball, après la fermeture du club Dorothée en 99, ça commençait vraiment à décliner, ça tombait en désuétude. Donc j'ai échangé mes cartes Dragon Ball contre le phénomène hype du moment, c'est-à-dire les cartes Pokémon. Cartes Pokémon que j'ai vraiment collectionné, j'adorais ça. Donc pendant, je pense, au moins les 3 premiers sets, j'ai pas trop de souvenirs du bloc Néo, mais j'ai beaucoup de souvenirs avec notamment le set de base Jungle et Fossil, où j'achetais même les decks, j'essayais de jouer au jeu. Donc voilà, j'ai beaucoup collectionné, consommé Pokémon à ses débuts. J'ai totalement été absent ensuite, je suis passé rapidement à Magic en fait, ce qui fait que j'ai pas connu le bloc Néo ou très peu, et j'ai absolument pas connu le bloc X. Donc voilà, moi mais vraiment mes souvenirs d'enfance, c'est notamment le set de base. J'ai abandonné Pokémon pendant ensuite 20 ans, parce que je me suis consacré notamment à Magic, puis ensuite à divers TCG, notamment des TCG Bandai, comme Dragon Ball Super Card Game. J'ai repris la collection en tant que pure collection, notamment des cartes vintage, je pense vers 2018, si je dis pas de bêtises, donc tout ce qui est Cardass, cartes de collection Bandai. Merci beaucoup Offroad Conducteur pour le sub. Donc ça m'a remis un peu en 2018 dans le fait de collectionner des cartes sans forcément y jouer. Alors que moi, pendant des années et des années, si j'achetais une carte, c'était pour y jouer. Que ça soit dans Dragon Ball Super Card Game, auquel je jouais en 2019-2020, ou que ça soit pour Magic. Mais voilà, j'avais ce truc où j'ai replongé dans les Cardass en 2018 pour récupérer les cartes de mon enfance. Et au moment
donc du coup de l'explosion de la hype Pokémon qui était donc pré-Covid aux États-Unis avec Logan Paul en 2019 et Covid, post-Covid en France avec tous les influenceurs et tous les Pokétubeurs entre guillemets qui sont arrivés sur la plateforme, et je suis un peu retombé aussi dans Pokémon par le même prisme que les Cardass Vintage Dragon Ball, en mode nostalgie de l'enfance, c'est cool, et en plus de ça il y avait plein de créations de contenu, c'était hyper hypant, donc je suis un peu retombé là-dedans à ce moment-là. Je me souviens exactement quand est-ce que j'ai réacheté mes premières cartes Pokémon, c'était notamment pendant le Covid. Pendant le Covid, en fait, on était tous dans la même situation, c'est-à-dire que nous, on était à la fois à mi-temps avec PL et à la fois créateur de contenu, sauf que du coup, pendant le Covid, notre mi-temps n'existait pas, on ne pouvait pas travailler, mais on était quand même payé. Donc on avait globalement du temps libre, parce qu'on faisait forcément que la création de contenu à mi-temps, on s'est pas mis à faire beaucoup plus de création de contenu à cette époque-là, parce qu'on faisait surtout du Magic, on n'était pas encore développé multi-TCG. Donc on avait du temps libre et de l'argent, parce que forcément pendant le Covid, tu peux pas sortir, tu n'as quasiment aucune dépense. Et donc c'est à ce moment-là où, en plus de ça, temps libre plus un petit peu de pouvoir d'achat, c'est le cocktail Molotov pour commencer à acheter des cartes. Et donc je suis retombé dans Pokémon comme ça, vraiment en 2020, en plein dans la hype, pendant le Covid, et après ensuite post-Covid. Donc c'était à l'époque du début du bloc épée et bouclier globalement. 2020 je crois, on devait vraiment être au tout début du bloc épée et bouclier, et je suis retombé notamment par les souvenirs d'enfance et le Pokémon Vintage, mais je me suis aussi rapidement intéressé aux Pokémon récents. J'ai commencé à jouer, donc j'ai pu jouer sur internet, sur le Pokémon TCG en ligne, et puis j'ai aussi monté des decks en physique pour tester, voilà, pour satisfaire cette curiosité multi-TCG que j'ai depuis longtemps finalement. Je me suis bien amusé, c'était sympa. En plus, c'est un jeu qui coûte vraiment rien du tout quand tu joues à Pokémon sans collectionner, parce que globalement, les collectionneurs vont chercher les skins, les cartes alternatives, mais par contre, tout ce qui est cartes de jeu, donc à l'époque c'était les V qui étaient les cartes les plus puissantes de ton deck, en fait les gens ils cherchaient les V alternatives, ils cherchaient pas les cartes V classiques, donc ça coûtait pas grand chose, tu pouvais t'amuser pour pas cher. Donc c'était assez sympa. Donc voilà, les premières cartes que j'ai achetées, je vais vous les montrer, même si ça disconvient à l'ordre que je vous avais annoncé de base. Eh bien, ce sont des cartes du set de base, parce que c'est les cartes desquelles j'avais le plus de souvenirs, qui faisaient le plus appel à la nostalgie et que j'avais vraiment le plus envie de récupérer. Et donc j'ai récupéré pour commencer cette triplette, en fait, globalement, c'est les premières cartes Pokémon que j'ai rachetées en 2020. Alors je les ai achetées en ce qu'on appelle en unlimited, c'est-à-dire non pas en première édition, mais en édition illimitée et en anglais, parce que c'était un prix qui était beaucoup plus abordable, hein. Je vous parle de l'époque où c'était la grosse hype Pokémon, donc toutes les cartes du set de base coûtaient un tétrabras, et j'avais pas du tout les finances pour acheter du Pokémon français ou du Pokémon set de base, mais je voulais surtout retrouver les cartes de mon enfance, les visuels de mon enfance, et dans de bons états. Donc voilà, là je vous montre les versions gradées, même si je garde les cartes gradées pour plus tard. Là c'était vraiment pour vous introduire le fait que voilà, j'ai repris Pokémon avec ces cartes-là. Il faut savoir que toutes mes cartes d'enfance, que ce soit les Cardass Vintage Dragon Ball ou les cartes Pokémon, j'ai ou tout jeté ou tout donné. Donc c'est-à-dire que moi, je n'ai plus rien de mon enfance, ce qui est hyper frustrant. Vous en conviendrez, évidemment. Donc voilà, on a commencé avec ces cartes-là que je trouve vraiment cool. Venusaur qui est mon préféré. Je sais que dans la triplette, les gens sont toujours assez étonnés. Les gens sont ou team Tortank ou team Dracofeu. Et nous, la team Florizard, on est un peu moqué et boudé. Mais vous êtes juste pas prêts en fait. C'est juste le meilleur Pokémon. C'est des cartes à Ether Drift, effectivement, Mizikaza. Donc voilà, très sympa. Je les avais achetées, je me souviens, sur Facebook à une dame collectionneuse. Je les ai achetées en loose, hein, donc non gradées, et franchement, elles étaient en bon état. En témoigne la gradation que vous voyez, que vous avez sous les yeux. Hop. Alors désolé, celles-là, elles sont pochetées, donc il y a peut-être un peu de poussière. Donc là, on a le Blastoise, qui est globalement celui que j'aime le moins. Je trouve pas hyper beau le Tortank, mais j'avais vraiment très envie d'avoir la triplette de base. Bon, l'état est cool quand même, hein. Genre 8,5 pour des cartes vintage comme ça, c'est vraiment très sympa.
Je les ai pas payées très très cher ces cartes-là parce que comme je vous ai dit, elles n'étaient pas gradées en anglais et pas en première édition. À cette époque-là, les gens ils cherchaient vraiment du français gradé en première édition et tout. Donc ça, c'était vraiment une espèce de chemin de traverse pour pouvoir acquérir ces cartes-là à un coût raisonnable, on dira. Donc j'étais très content de les avoir récupérées et ça a débuté mon appétit finalement pour les cartes Pokémon. Pourquoi elles sont dans des pochettes comme ça? Pour éviter que toute la poussière que tu vois sur la pochette soit sur la case de protection en elle-même, quoi. Et ici, on a la pièce la plus importante, la plus rare et la plus chère, qui malheureusement est celle qui est dans le moins bon état, hein, notre ami Charizard. Alors vous allez voir, au niveau vintage, je me suis mis à collectionner plutôt en japonais, parce que c'était quand même beaucoup plus abordable qu'en français ou en anglais. Et je regrette un peu, à l'époque, d'avoir acheté les versions anglaises, parce que je pense que les versions japonaises m'auraient coûté moins cher déjà, et surtout m'auraient fait un peu plus plaisir, dans le sens où je trouve que l'espèce de Galaxy Foil qui est censé apparaître en fond derrière le Pokémon est hyper diffus ou léger sur les versions occidentales, là où il est quand même vachement plus appuyé, notamment sur les cartes vintage japonaises. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, ça reste emblématique, iconique, c'est les cartes de l'enfance, de la cour de récréation, donc ça... En tout cas, je pense qu'à l'époque, j'étais pas prêt à faire la concession et à avoir du japonais, il me fallait vraiment la frame de l'époque, quoi. Fameux Dracofeu, qui a fait couler tellement d'encre, illustré par Mitsuhiro Arita. Très très belle carte. Vous voyez, il a un 7 parce qu'il a quelques damage ici, là, sur le corner et un peu sur le top, mais globalement, il est en super état, hein. C'est une carte qui peut paraître sortie de booster si elle n'était pas dans un boîtier de gradation. Ok, on reviendra aux cartes gradées un peu plus tard. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes récentes. Comme je vous l'ai dit, quand je suis retombé dans Pokémon, c'était notamment par le prisme des cartes vintage. Sauf qu'à l'époque où je suis retombé dedans, 2020, c'était vraiment inabordable. Vraiment, ça a été la croix et la bannière pour pouvoir m'offrir ça à un prix décent, je dirais. Donc du coup, j'ai vite fait une croix sur ces cartes qui me faisaient envie, notamment dès qu'on parle du bloc X ou du bloc Néo, c'était inenvisageable pour moi. Et donc avant de repartir sur du vintage japonais, je me suis plutôt concentré sur les sorties récentes, notamment parce que je jouais au jeu, donc j'avais un œil sur les sorties qui sortaient dans le Pokémon récent, et je trouvais les alternatives, donc les VMAX alternatives à l'époque, qu'on appelle les SAR maintenant, je les trouvais hyper esthétiques, hyper cool, et les premières que j'ai achetées, je les ai faites importer du Japon. Je les cherche pour vous les montrer. Ce sont les 3 oiseaux légendaires. Et je me souviens que je suis direct parti sur du japonais parce que c'était encore une fois plus abordable et surtout ça sortait d'abord au Japon avant de sortir en Europe, ce qui est toujours le cas pour Pokémon. Et donc les premières alternatives que j'ai récupérées du bloc épée et bouclier, ce sont donc les 3 oiseaux légendaires version de Galar que j'avais fait importer du Japon directement sur eBay. Et c'est là où un peu ma passion Pokémon elle a débuté, quoi. Très très joli ici, le Sulfura qui est relativement recherché, relativement coté. Il fait partie des cartes alternatives du bloc épée et bouclier qui ont pris un peu de valeur. Je sais pas si vous voyez bien les effets, c'est quand même très réussi Pokémon. Moi j'aime beaucoup la texture et là on a un jeu de texture qui est hyper précis sur les cartes Pokémon. Les versions japonaises en plus ont tendance à briller un peu plus, à être un peu plus subtiles, un peu plus cool. Elles ont un dos différent, hein. On n'est pas sur le dos habituel des cartes Pokémon que vous connaissez. On est vraiment sur le dos japonais, mais j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc on a aussi le Articodin. Que je trouve pas aussi réussi que les deux autres. Voilà, c'est pas celui qui me plaît le plus. Par contre, encore une fois, là, les espèces de jeu de texture en mode rayon comme ça qui s'étend, c'est très très réussi. Et mon préféré visuellement, même si c'est pas forcément le plus coté ou le plus recherché, c'est le version Elector qui ressemble un peu à un rapace d'épique, mais que je trouve très, très stylé du fait qu'il y a un beau décor derrière. J'aime beaucoup. Il est vraiment beau celui-là, je trouve. Donc voilà, ça, c'est mon introduction
dans la collection Pokémon, et ça, c'est mon introduction dans la collection récente de Pokémon. Là, vous avez la genèse. Maintenant, on va continuer. Je vais vous montrer globalement toutes les cartes que j'ai récupérées. Est-ce que je continue à récupérer du Pokémon récent et du Pokémon vintage? Non, parce que en vintage, j'ai récupéré globalement ce qui me faisait le plus plaisir, à quelques cartes près, mais qui ont une valeur trop importante pour que je les récupère maintenant. Et sur le récent, je vais peut-être disconvenir à la hype actuelle et à l'avis général de la communauté, mais je trouve que les cartes alternatives du bloc écarlate et violet, donc qui n'est pas le bloc épée et bouclier sur lequel j'ai récupéré ces alternatives-là, mais le nouveau bloc, je trouve les cartes vilaines. Je ne comprends pas, par exemple, je vais dire les mots, on va mettre les pieds dans le plat, la hype qu'il y a autour de évolutions prismatiques et des évolutions Terra Crystal. Je trouve que toutes les cartes Terra Crystal au global, que ce soit le Pikachu Terra Crystal, que ce soit le Noctali, toutes les évolutions Terra Crystal ou les Dracofeu Terra Crystal, sont des cartes vilaines. Et comme je collectionne Pokémon par attrait visuel pur et dur, eh bien si une carte ne me plaît pas, j'ai aucun intérêt à la récupérer. Je ne suis pas complétiste, je ne cherche pas à avoir toutes les alternatives. Vous allez voir que je ne récupère que les alternatives des 3 voire 4 premières générations, mais surtout les 3 premières générations, qui sont donc les Pokémon que je connais de mon enfance et dont le visuel me plaît. Donc je ne comprends pas la hype Pokémon actuelle, les débordements qu'il peut y avoir, la toxicité dans la communauté et les problèmes de stock de certains sets, parce que je ne trouve juste pas les cartes belles. Donc si vous vous demandez est-ce que j'ai des évolutions Terra Crystal, des Noctali et compagnie, non, et ça ne m'intéresse pas. D'autant plus que de toute façon, avec l'actualité multi-TCG et le fait que je doive consommer sur tous les jeux pour monter les decks et compagnie, que je collectionne un peu de One Piece et que j'ai essayé d'avancer sur ma collection Cardass Vintage Dragon Ball, bah en fait j'ai de toute façon pas les finances pour continuer à collectionner du Pokémon. Donc non, ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que j'ai arrêté de collectionner Pokémon. Je me satisfais juste de ce que j'ai et de ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors allez, on continue sans ordre de préférence, un peu comme ça vient. Ici on a le magnifique Dracolos. Alors vous allez voir, j'ai un mix de japonais, anglais et français. Généralement, en fait, je m'attache pas trop à la langue, je cherche plutôt le visuel. Et le visuel dans le... Enfin, entre guillemets, la carte dans sa version la moins chère. Et il se trouve que parfois la version la moins chère, c'est l'anglaise, parfois la version la moins chère, c'est japonaise, et parfois j'ai fait des bonnes affaires sur du français, donc ça me va très bien. Pareil, ça je ne comprends pas que le public français ne donne pas l'heure. Alors il donne l'heure aux japonais, hein, le public français, de plus en plus, notamment parce qu'il y a des créateurs de contenu qui l'ont beaucoup mis en avant et à raison, mais ils donnent pas l'heure. Genre vraiment, tu parles à un collectionneur français de cartes en anglais, les gens ne comprennent pas le concept, parce que c'est pas le nom des Pokémon de leur enfance. Les gars, la version anglaise, elle est quasiment tout autant originale que... Enfin, non originale que la version française. La version originale, c'est la version japonaise. Donc, oui, c'est pas le nom de ton enfance, mais dans tous les cas, c'est un marché qui est bien plus important, qui est bien plus grand. Donc, même, je veux dire, en termes de pure revente, tu auras quand même plus d'acteurs à qui revendre tes cartes dans le monde. Si tu comprends l'anglais, t'es quand même pas... Je veux dire, je comprends qu'on ne collectionne pas des cartes italiennes, espagnoles ou allemandes, mais en tout cas, moi, je suis habitué à Magic depuis 20 ans à ne pas faire du tout la différence entre des cartes françaises et des cartes anglaises. Et donc, j'ai appliqué ça sur Pokémon, ce qui m'a vraiment permis de récupérer des alternatives à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables, quoi. Donc ça, pareil aussi, je dis ce qu'on vient un peu au discours qu'on peut avoir sur Pokémon où c'est français, japonais ou rien. Bah non, les gars, il y a des cartes anglaises et elles sont cool, quoi. Genre, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Donc là, vous avez le Suicune qui est magnifique. La triplette des chiens légendaires. Vous allez voir, moi, que je suis très Pokémon Starter ou très légendaire au global. Et j'aime surtout les triplettes, genre les oiseaux légendaires, les chiens légendaires, euh, les légendaires de la 3e gène. J'adore, vraiment. Ouais, j'ai vu Tonton Squirrel, tu vois, si jamais je devais recraquer pour du Pokémon récent, il y a peut-être le OO qui pourrait m'intéresser parce qu'effectivement, il n'est pas terra cristallé. Donc j'ai un peu peur justement, c'est ce qui me fait peur là avec Pokémon, c'est que j'ai malheureusement pas trop les finances pour récupérer les grosses SAR, mais elle commence à me replaire un peu. Genre le OO me plaît et c'est possible que qu'il continue à aller dans ce sens-là, quoi.
Là, on a le Reiku qui est magnifique. Elles sont très belles, hein. Cette triplette-là est vraiment cool. Ça coûtait quasiment rien, ça, hein. Je sais pas combien ça vaut maintenant, mais au Japon, c'était hyper accessible. J'ai dû récupérer ça peut-être pour, je sais pas, une dizaine d'euros chaque SAR, quoi. Effectivement, du fait que ce soit des versions japonaises, il y a un petit supplément d'âme à acheter du japonais, c'est que la qualité d'impression, notamment pour ceux qui veulent faire grader, la qualité d'impression est vraiment tip top. Allez, on continue encore une fois sans ordre de préférence, comme ça vient. Là, on a le magnifique Lugia. Et voilà, là, on est sur une carte anglaise, tout simplement parce que la version japonaise était hyper chère, la version française aussi. La version anglaise était plus abordable et je la trouve hyper cool. Elle est belle, hein. Celle-là, quand elle a été spoilée, je me souviens, j'en parlais à peine, je disais, ouais, ce Lugia, il est incroyable. Et je me disais, putain, j'espère que son prix sera pas inabordable parce que qu'importe le prix, je vais revendre des cartes pour l'avoir, quoi. Il me plaisait énormément. Maintenant, dans ma collection, c'est pas forcément la carte que je préfère le plus, de par le fait que quand tu as la carte en vrai, elle est assez sombre, et donc les éclats de brillance sont moins réussis que sur d'autres cartes. Mais quand elle a été spoilée, annoncée, je pense que c'est la carte qui m'a fait le plus vibrer, quoi. Le Rayquaza V, qui était un des meilleurs hits de épée et bouclier numéro 7, EB7, hein, la fameuse display maintenant qui vaut 1000 euros. Moi, j'ai jamais trop été ni scellé ni ouverture, hein. Je récupérais juste à l'unité les cartes qui me plaisaient le plus. Et voilà, on a ce Rayquaza ici en anglais. Vous allez voir, hein, beaucoup de grosses cartes sont en anglais, ça me pose aucun problème. Très très joli, hein. Je trouve la composition là, avec donc la dresseuse et le Rayquaza qui part dans le fond comme ça, très très réussi. Est-ce qu'il y a des cartes que tu as revendues et que tu regrettes? Dans Pokémon, ouais, peut-être. J'ai revendu la triplette de base comment il s'appelle ce set? De Célébration, qui était quand même assez cool, en version française et en version japonaise. J'avais les deux versions. J'ai revendu les deux versions à l'époque bah, pour pouvoir financer d'autres achats. J'ai revendu un Dracolos français, édition de base, fossile, qui était, euh, qui était incroyable, mais pareil, j'avais besoin de financement. Là, on a le Rayquaza VMAX, qui est une carte qui a pas mal pris en cote aussi, qui en anglais coûtait pas hyper cher à l'époque, donc tant mieux. Il a vraiment le côté un peu Shenron de Dragon Ball que j'aime bien. Il est moins joli que le V, hein, très sincèrement, mais il est quand même sympa. Là, on a le Celebi. Pareil, hein, vous l'avez vu encore, un Pokémon légendaire. Moi, j'adore, hein, c'est vraiment toute mon enfance. Surtout, genre, j'adore les trois premières générations, mais ma hype, la plus grosse hype que j'ai, va surtout à la seconde génération. Lugia, Ho-Oh, Celebi, les trois chiens légendaires, c'est ma came pure et dure, quoi. C'est pour ça que vous allez voir que même si j'ai pas trop connu le bloc Neo, euh, quand j'ai vu toute la création de contenu qu'il y avait sur le Pokémon Vintage, après avoir récupéré les cartes que je voulais du set de base, je me suis vite intéressé au bloc Neo et comme les prix étaient inabordables en français et en anglais, bah, j'ai récupéré la plupart des cartes que je voulais du bloc Neo en japonais. Très joli, c'est les aussi. On continue donc sur les alternatives. Là, on a le Espeon VMAX, qui est très sympa. C'est une carte de coffret au Japon, alors que c'est une carte qui a été mise à l'intérieur des sets, euh, en tout cas d'une extension classique en anglais. Donc elle est relativement plus dure à avoir, je dirais, en anglais qu'en japonais, même si maintenant le coffret dont elle est issue en japonais a dû prendre une cote de fou. Je ne sais pas exactement laquelle est la plus difficile à choper du coup. En tout cas, laquelle est la plus valorisée. T'aimes bien les évolutions, mais tu les trouves un peu surcotées? Ah ouais? J'aime bien quand même les évolutions. Alors, j'aime les évolutions que je connais. C'est-à-dire que j'aime Montali, Noctali, Pyroli, Aquali, Voltali. J'ai aucun affect pour Filali, enfin pour les autres en fait.
J'ai pas d'affect pour ceux qui sont un peu plus récents. Ici, on a le fameux Umbreon VMAX, qui est la carte euh, de toutes les envies, de tous les scandales, des prix abusés pour du récent. C'est une carte qui fait tourner la tête à plein de personnes. Et effectivement, moi, je peux comprendre, hein. Genre, quand tu sais que en Pokémon récent, en alternatif, on a ce Noctali-là, je comprends pas que les gens se terrassent pour avoir la version Terra Crystal de, d'évolution prismatique, quoi. Genre vraiment, celle-là est exceptionnelle, hein. Que ce soit le décor en fond, que ce soit le gros chat qui veut jouer avec la lune comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Bah, je l'ai. C'est marrant parce que maintenant, les cartes anglaises commencent à prendre une valeur qui dépasse presque le français. Alors que moi, à l'époque où j'ai récupéré ce Umbreon, ça devait coûter peut-être 2 ou 3 fois moins cher que la version japonaise et que la version française. Donc, je pense que je l'ai payé peut-être 4 ou 5 fois moins que son prix actuel. Très sympa. Franchement, là, le jeu de texture est hyper réussi. La brillance, le scintillement. C'est pour ça qu'à côté, le Lugia, tu vois, c'est à côté de cartes comme ça que le Lugia, il paraît un peu ternos quand même. Un peu terne. Là, on a le petit Mew. Là, c'est des cartes qui sont sous-cotées, que les gens aiment pas trop, alors que moi, je l'aime bien. Le petit Mew de Point Fusion, qui est vraiment une extension qui a été un peu boudée. Il paraît que le taux de drop était dégueulasse. Moi, j'ai pas ouvert, donc je sais pas. Mais je les aime bien, les deux petits Mew, le Mew et le Mew VMAX. Voilà, pareil en anglais, toujours. Pareil, très très chouette celui-là. Lui, je trouve que c'est une des plus belles cartes, hein, alternatives du bloc épée et bouclier. Et pour l'instant, les gens dorment un peu dessus, ils les aiment pas trop, quoi. Ils les aiment pas de fou. Tu vois, je préfère le Dracolos que tu as montré tout à l'heure plutôt que la Noctali. Ah, je préfère un peu la Noctali, mais j'aime beaucoup la Dracolos. Je te rejoins. Alors là, j'ai une version française, c'est assez rare, mais j'ai cet Ectoplasma VMAX en français. Pareil, je crois que c'est une des cartes épée et bouclier qui a pris le plus de valeur. Bah, c'est normal, c'est Ectoplasma. C'est mon Pokémon préféré, hein. Vous allez voir, j'ai pas mal d'Ectoplasma à vous montrer plus tard. Je suis assez fan du Gengar. Bon, là, il se trouve qu'il est en français. Quand je me suis mis à chercher la carte, sur un groupe Facebook, quelqu'un la vendait en français au même prix que l'anglais. Donc, j'ai pris la version française, mais c'est anecdotique, quoi. Elle est belle, hein, aussi, hein. Très, très réussie. Petite carte alternative du bloc Soleil et Lune, parce que j'ai quand même récupéré quelques altes sympathiques du bloc Soleil et Lune, même si bah, c'est pas un bloc dont j'ai la nostalgie parce que je l'ai pas connu enfant, et c'est pas le bloc pendant lequel je suis revenu à la collection. Donc finalement, moi, je suis passé un peu à côté, tout ce qui est Soleil et Lune, Noir et Blanc et compagnie, les blocs précédents. C'est pas des blocs qui me parlent particulièrement. Mais ce Mewtwo là, il était quand même hyper stylé, donc ouais, je l'ai récupéré là, ce Mewtwo Alt. Qui est vraiment. C'est du Edge Foil avant l'heure, quoi. Il est incroyable. Dans son incubateur, comme ça. Très, très joli. Je sais pas si vous voyez vraiment la texture, le Mewtwo, comment il ressort. C'est du. C'est de la belle orfèvrerie, là. C'est là où tu vois tout le côté artistique d'une carte Pokémon. En tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est ça, ouais. À l'œil, de voir un peu tous les jeux de lumière qu'on peut avoir sur une carte. Elles sont quand même globalement plutôt réussies, ces cartes-là. Ok, ici on va arriver sur des choses plus récentes. Donc sur du bloc écarlate et violet. Je vous ai dit que je collectionnais pas grand chose du bloc écarlate et violet. À l'exception du meilleur set, je pense, moi, nouvelle génération, en tout cas sur du Pokémon récent, c'est-à-dire le 751 qui a été vraiment une masterclass. Pareil, ça j'ai récupéré tout au Japon en import sur Yahoo Auction, si je dis pas de bêtises, qui est un site d'import japonais, avant même que ça sorte en France. Donc en France, ça, c'est une promotionnelle que vous avez dans l'Ultra Premium 151. Au Japon, c'est une carte que vous avez dans le bloc, dans le set classique. Donc elle est, pareil, beaucoup plus difficile à avoir en japonais, plus cotée que les versions occidentales. Magnifique, hein, le petit Mew comme ça, qui descend dans le village.
Beaucoup de jeux de texture. Très cool. C'est vrai que le Hedge Foil c'était Yugi avec Ultimate, je suis d'accord, tonton Squirrel. Tout le monde l'aime pas ce Mew. En fait, je comprends pas trop. Mew c'est quand même un des Pokémon les plus kiffés de l'histoire de Pokémon. Hein. Et toutes les cartes de Mew, les gens ils sont pas hyper hype, hyper chaud dessus. Moi j'adore ce Pokémon. C'est peut-être un de mes 3 Pokémon préférés, Mew. Enfin, je sais pas, moi j'ai grandi avec le film, quoi. J'ai été voir le Pokémon The Movie. Mew c'est le GOAT. Pareil, une carte qu'on a en version promo en Occident, mais qui est une carte disponible dans S12A au Japon. Le petit Dracofeu qui dort avec le Florizard qui le contemple en fond après leur combat. Vous allez voir, cette carte, elle rappelle une autre carte que je vais vous sortir directement là. Comme si c'était la finalité d'un combat qui a fait rage. Mewtwo lui vole fort la vedette. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, physiquement, je suis plus... J'aime bien le côté pipou de Mew, il est un peu innocent, tu vois, j'aime bien. Donc en gros, ça, cette carte-là, elle fait suite visiblement à cette carte-là, qui est donc le grand combat entre Florizard et Dracofeu. Ça, pareil, carte hyper hype. Je vais être très sincère avec vous, je l'ai prise parce que c'était un Dracofeu. Que c'était la carte un peu hype de Star Étincelante à l'époque. Je la trouve pas hyper belle. Je trouve celle-là beaucoup plus jolie, par exemple. Je préfère les couleurs. J'adore le fait que les Pokémon soient au repos. Celle-là a eu son lot de visibilité et de grosse hype. Je la trouve pas hyper esthétique. Voilà. Est-ce qu'on peut faire le focus, s'il te plaît ? Donc bon, ça reste très joli, hein, attention. Hein. Ça reste de la très belle brillance, de la très belle texture et tout, mais c'est pas la plus belle alternative du bloc. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent cette carte. Allez, on repart sur 151. Inversement, lui, je suis complètement fan. Et ça, pareil. Quand la carte est sortie, j'ai l'impression que je suis souvent à contre-courant de toute la communauté Pokémon sur plein d'aspects et plein de points. Les gens ont chié sur la carte. Trouvaient que ce Dracofeu était pas forcément incroyable. Je sais pas si ça a été réhabilité depuis. Je suis fan. C'est un de mes Dracofeu préférés. Il est incroyable. Regardez-moi ce jeu de texture, de brillance, le décor, les couleurs. C'est fou. Genre la carte est folle. Quand je l'ai reçue, j'étais comme un dingue. Elle est ouf. Ma préf pour l'instant. Ah, c'est une folie. Et là, pour le coup, le scintillement, le foil sur les versions japonaises est juste monumental. Je suis devenu un stand fan. Ouais, j'imagine. Ah, elle est quand même très très belle. Hein. Bon, on va compléter la triplette avec les deux autres cartes, hein, la Tortank et la Florizard, qui ont été un peu boudées. Elles coûtent pas très très cher pour le coup, ces cartes-là. Tant mieux. Moi, j'étais content de les récupérer à un prix totalement acceptable. Avec le Tortank designé par le maître, hein, Mitsuhiro Arita. J'aime bien le Florizard encore une fois et j'aime pas trop le Tortank. Et c'est trop bizarre parce que les gens étaient pas trop fans du Dracofeu. Par contre, la carte qui a hypé tout le monde en termes de visuel, c'est le Tortank. Genre, les gens étaient fous. Les gens disaient que le Tortank était incroyable. Je le trouve pas très beau, moi. Hein. Sans faire offense au maître. Genre, la carte me hype pas spécialement, quoi. Elle est simple, en fait. Elle est assez simple, je trouve. Une très belle carte aussi de 151, le Alakazam. J'adore ce Pokémon. Alors, j'ai dit que j'étais très... Pokémon légendaire et starter, mais il y a aussi des Pokémon genre comme Ectoplasma, Alakazam, qui sont vraiment des Pokémon qui ont hypé mon enfance à fond. Donc ouais, très très chaud. C'est quoi un prix acceptable? Je crois que c'est 20 € un Florizard. Peut-être ça a augmenté, hein, mais moi je crois que j'ai dû payer ça 20 ou 30 €.
ce qui est un prix acceptable. Encore une fois, rien n'est acceptable pour du carton, mais encore une fois, c'est à corréler et à comparer en fonction du contexte dans lequel on parle. Quand tu sais que je pense que ça doit coûter 150 ou 200 euros, je trouve que 30 euros pour ce Florizard, c'est relativement acceptable. La carte n'est pas 5 fois moins jolie que la carte Dracofeu d'après moi, quoi. Elle est belle, hein, celle-là. Alors, un peu chargée, un peu Géchard. Le Pokémon est un peu moins mis en valeur, mais j'aime bien l'idée quand même. Et la plus belle, vraiment la plus belle. Elle est plus belle que la Mew, et elle est plus belle que la Dracofeu. Mais ça, pour le coup, tout le monde était unanime. Personne ne l'a pas trouvée jolie. C'est évidemment la triplette. Enfin, Elector, mais en fond, on a quand même Sulfura et Articodin, quoi. Dans les nuages, la couleur, la brillance, la texture, le fond, tout est monumental dans cette carte-là. C'est, je pense, la plus belle carte alternative de l'histoire des alternatives de Pokémon. Je m'emballe peut-être un peu, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Faisons un débat. Est-ce que vous avez une alternative plus belle que celle-là? Ça, c'est la folie, hein. Ça, c'est un exemple de ce que tu dois mettre sur une carte pour la rendre jolie, en termes de texture, de foil, sélectif, de visuel, d'effet de brillance. Comment fait-on plus beau? Si tant est qu'on aime les oiseaux légendaires, attention. Je pourrais rester assez longtemps juste à la faire bouger comme ça, la lumière. Ouah, le commitment. Ouais, je me commit. Non, mais c'est vrai. Je vous attends même dans les commentaires sur YouTube. Quelle alternative est plus belle que cette alternative-là? Je dis pas que c'est votre préféré, parce que tu peux préférer une alternative qui est moins jolie, parce que le Pokémon te parle plus. Mais si on essaye de réfléchir de manière hyper objective sur le mix entre couleur, texture, design, traitement foil, c'est fou comme carte, je trouve. Complètement dingue. Non, mais votre avis m'intéresse, honnêtement. Et là, on arrive sur les deux dernières cartes alternatives, donc récentes. On a ici la version alternative secret de Shining Star V, qui était présent dans l'ETB La Voix du Maître, qui était une .5 à l'époque en Occident. En français, hyper dur à trouver. En japonais, hyper accessible. Donc, bah, foncez sur la version japonaise, elle est tout aussi jolie. Quoi, ce Dracofeu noir shiny là qui est un peu sympa, quoi. Très très joli, je trouve. Le petit Dracofeu. Et enfin, un que j'aime pas trop, mais que j'ai récupéré par pur... je suis pas complétiste, mais disons par corrélation, je l'ai récupéré. J'ai dit, quitte à avoir l'un, autant avoir l'autre. J'ai récupéré aussi le Dracofeu VMAX, donc qui est aussi présent dans Shining Star V. Lui, je le trouve pas très joli, il est pas hyper esthétique. Le Dracofeu est un peu... il fait un peu pâteau, quoi. Les effets de brillance sont très beaux, hein, par contre, attention. J'aime beaucoup le traitement de la carte, mais j'aime pas beaucoup le visuel. Donc ouais, c'est pas ma carte préférée, mais par association avec celle-là, c'était cool de la récupérer. Pareil en japonais, c'est des cartes qui valent pas grand-chose au regard de ce que ça coûte en version française. Donc si vous voulez juste vous faire un petit plaisir visuel, pensez aux versions japonaises. Maintenant, on va partir sur du vintage. J'en ai beaucoup moins, mais j'ai récupéré surtout celles que je voulais récupérer, qui me plaisaient le plus. Hop. Donc on est parti pour du petit Pokémon vintage. Donc cette fois-ci, rien à voir. On n'est pas sur des full art avec des traitements alternatifs hyper cool. On est vraiment sur la frame Pokémon OG avec ce Galaxy Foil. Vous allez voir ce scintillement dans le cadre de l'illustration, mais qui me fait rêver parce que ça appelle à des souvenirs de l'enfance. Donc là, on va commencer par la triplette des chiens légendaires du bloc Néo. Pareil, des cartes qui sont tout à fait abordables dans leur version japonaise. Le petit Raikou ici qui est très très joli, toujours en très bon état avec la vieille frame Pocket Monster, les premiers dos de cartes japonais. Ouais, c'est très cool. Et regardez-moi là ce Galaxy Foil derrière, comme il est présent. Il est beaucoup plus présent que sur les versions
que sur les versions occidentales, donc ça me régale. Au-delà du Raikou, on a le petit Entei, qui est tout aussi magnifique. Triplette légendaire comme d'hab. Hein. Et le Suicune, qui est celui que j'aime le moins. Voilà, je trouve pas... C'est le plus beau, je trouve, en alternative récente sur les SAR. Mais je trouve que c'est le moins joli sur les versions vintage, ce Suicune. Je vous remontre un peu de plus près. Bon, il est beau quand même, hein, attention. Hein. C'est juste qu'il faut faire des choix dans la vie, quoi. Ouais, j'adore. Ça, pareil, je peux m'amuser à faire ressortir les petits stracciatella comme ça de prisme. Ça me plaît énormément. Pareil, petite carte vintage du bloc Néo, la Mentali. Très très jolie. Très pure cette carte. Très noble, très élégante, je trouve, même dans les couleurs. Illustration de Nishida, c'est ça? Ouais. Très très jolie. Hein. Épurée comme carte, très épurée. Au même titre que notre ami Noctali, pour venir faire la doublette. Alors cette Noctali, elle a un petit défaut, je ne sais pas si vous le voyez, on a une rayure ici. Voilà, on a une petite micro-rayure qui, du coup, doit empêcher la carte d'être gradable. Je n'en ai cure, c'est pas bien grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la voir parce que je la trouve vraiment très belle. Et ça, pareil, hein, c'est quelques dizaines d'euros à l'époque où je l'ai récupéré en japonais. Quelques milliers d'euros si vous la voulez en français, quoi. Donc on est de l'ordre de 100 fois son prix. Peut-être pas 100 fois, mais tu fais x20, x50. Donc tant qu'à faire, autant se faire plaisir sur du japonais, quoi. C'est peut-être plus le cas, hein. Peut-être que le japonais vintage maintenant est quand même moins abordable, mais en tout cas, moi, c'était vraiment une option hyper viable au moment où j'ai décidé de récupérer ces cartes-là, quoi. Ouais, je voulais moi à la Kazam, hein, je vous l'ai dit, j'adore la Kazam, donc Pokémon du set de base, hyper cool. C'était ma carte Pokémon set de base quand j'étais jeune, hein, préférée. Je l'avais, je l'ai malheureusement pas conservé et j'en étais vraiment hyper fan, beaucoup plus qu'un Dracofeu ou qu'un Florizard. C'était la carte du set de base qui me faisait vraiment kiffer. Ah ouais, le foil. Bah, si vous connaissez la carte originelle, si vous connaissez le foiling, je peux vous montrer par rapport à ce type de foil là. Où vous voyez, c'est quand même beaucoup plus éparpillé. Les taches sont un peu presque baveuses. Oui, sur les versions japonaises, le foil est quand même beaucoup plus cool, quoi. C'est pour ça que les versions japonaises sont pas un downgrade. On les achète pas que parce que c'est moins cher. Elles ont aussi un supplément d'âme qui est hyper cool, quoi. La fameuse carte Mewtwo du film, ça c'est magnifique, hein, le Mew antique, Mew égyptien comme on l'appelait quand on était jeune, écrit en runes. J'ai fait beaucoup de contenu sur ce genre de cartes-là, sur d'autres cartes Pokémon, sur mon Instagram, je vous laisse aller le voir, Val_labelcard, j'ai fait des micro-vidéos de 1 minute, 1 minute 30 qui parlent de l'histoire de chacune de mes cartes de collection. Il y a beaucoup de Pokémon dedans, je vous laisse aller checker ça et vous abonner par la même occasion. Donc j'ai expliqué tout le lore et toute la genèse de cette carte-là, comment la récupérer et même ce qui a marqué en fait en rune ici. La carte est magnifique, elle était distribuée quand vous alliez voir le premier film Pokémon. Pokémon The Movie. Très très beau. C'est beau quand même ça, hein. Pareil, hein, le jeu de lumière là est magnifique. Hein. Il s'était envoyé. Hein. Hop là, petite triplette CD promo. Donc ça c'est des cartes promotionnelles. Pareil, j'ai déjà expliqué d'où ces cartes viennent sur mon Instagram. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur cette triplette là pour savoir d'où elles viennent, comment on les récupère. Très très jolie. Hein. Donc carte promotionnelle exclusive au marché japonais. Vous pouvez pas les avoir en Occident, ces cartes-là. Elles sont vraiment très belles. Le Tortank est pour le coup la plus belle, même si c'est pas mon Pokémon préféré, mais le fond doré comme ça, avec le côté Galaxy Foil, une tuerie intersidérale, vraiment. Là, on est sur du très 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 lourd, je trouve, sur ce Tortank,
qui est magnifique. Ça reprend globalement les illustrations des boosters sets de base pour ceux qui les auraient reconnus. Donc toutes les illustrations de Ken Sugimori, qui est un maître, celui qui a dessiné les premiers Pokémon, hein, tout simplement. Et donc là, on a le fameux Dracofeu qui est magnifique. Il est un chouïa moins magnifique que le Tortank, mais il est magnifique quand même. Et là, à l'inverse, mon Pokémon préféré, c'est celui qui est le moins réussi, je trouve. Je l'aime beaucoup moins, ce Venusaur. Mais là, le Dracofeu est fou. Regardez-moi ça. Ça, pareil, aucune idée de ce que ça vaut maintenant. Mais ça valait déjà un petit billet au moment où je l'ai récupéré. Hein. C'est quelques centaines d'euros le Dracofeu à minima. Aucune idée des prix actuels, mais c'était pas donné. C'est pas hyper dur à trouver, cela dit. Je pense que ça a été beaucoup distribué, mais voilà, c'est une version promotionnelle, exclusive au Japon, donc ça doit avoir une certaine rareté. Très très joli, pareil, les effets dans le fond. Maintenant, on va passer aux cartes gradées. J'en ai pas beaucoup, mais à une époque, on a eu l'occasion de collaborer avec CCC Grading. Je leur ai envoyé quelques-unes de mes cartes Pokémon préférées pour qu'ils les gradent, ce qui fait que j'ai quelques versions gradées. On commence directement avec ma carte Pokémon préférée, ici, le Mew Korokoro. Donc pareil, carte qui était distribuée exclusivement au Japon via le Korokoro Magazine. Qui est un magazine, j'imagine, lié à la pop culture, au manga. J'ai pas beaucoup plus d'informations. J'ai fait une vidéo, pareil, dédiée à cette carte-là sur mon Instagram. Elle est magnifique et elle est ce qu'on appelle holobleed. C'est-à-dire qu'en gros, le pattern holographique n'a pas été restreint qu'au cadre de l'illustration, mais a été appliqué, peut-être par erreur, sur l'entièreté de la carte. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, toute la carte est foil. Et effectivement, le Galaxy Foil rend encore mieux dans une galaxie, comme le dit Master Affinity, avec en plus ce Mew Shiny en bleu. Je me suis commit sur le Elector de 151 comme étant la plus belle carte alternative récente de Pokémon. Je vais me commit sur ce Mew Korokoro comme étant la plus belle carte vintage de Pokémon, tout vintage confondu. Alors oui, il y a des cartes plus hypantes, plus rares, plus... Bien sûr, les cristals sont très belles. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ça mon game. J'adore. Je la trouve incroyable. Genre le type Psy qui du coup amène ce côté violet. Moi, j'adore les cartes. Enfin, j'adore le violet, donc je la trouve incroyable. En témoigne Valet PL. Hein. Ouais, c'est la DA violette, quoi. Avec le Pokémon bleu, le fond galactique comme ça, c'est complètement fou. Ça, c'est beau. Ça, je l'ai acheté sur Vogt, je me souviens. C'est mon premier achat sur Vogt. Et je l'ai acheté en loose et je l'ai fait grader par la suite. Très beau. Et ensuite, eh bien, les autres cartes gradées, ce sont des ectoplasmas. Alors là, j'ai réuni des ectoplasmas un peu... même si c'est des cartes qui sont ni récentes, ni des cartes dont j'ai la nostalgie, je les ai récupérées par pur kiff de Ectoplasma. Voilà, je voulais les cartes les plus cool de Ectoplasma un peu dans tous les sets. Donc là, on a ce Ectoplasma de HGSS en version Prime. J'adore les Prime pour leur capacité à avoir fait une bordure brillante comme ça. Qui est, moi, j'appelle ça une bordure champagne parce qu'on dirait vraiment des bulles de champagne. Et globalement, c'est un peu la couleur du champagne. Je ne sais pas si vous allez voir, je vous la montre de très près. En gros, c'est pas vraiment argenté. En gros, il y a des taches couleur champagne à l'intérieur du prisme. C'est très très joli. Bon, il a été noté 6, hein. Il s'est fait charcuter par CCC, je sais pas trop pourquoi. Il a quand même une bonne gueule, mais pourquoi pas. C'est pas très très important pour moi. Donc voilà, Ectoplasma Prime. C'est une bonne carte, assez appréciée pour le coup. Le Ectoplasma Level X. Donc voilà, de l'extension Arceus. Très très joli. Hop, attention. J'ai de la poussière dessus malheureusement. Lui il est magnifique. Hein. Donc en version anglais. Pareil, je vous montre le contour. Cette fois-ci c'est pas champagne, c'est vraiment argenté. Hein. Un petit peu proche de ce qu'on faisait dans le bloc X. Est-ce qu'on peut faire... Voilà. Vous voyez ? J'aime bien le Galaxy Foil qui est appliqué aussi dans la bordure de la frame. Très très joli. En fait, la frame brille plus que le Pokémon lui-même, quoi. Mais j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup.
En plus, il sort du cadre comme ça. Bah, tous les level X, hein, c'est un peu la DA des level X. Ça a de la gueule, hein, en vrai. Hein. Je sais pas à quel point les gens recherchent encore ce genre de carte-là, mais... Moi, ça me fait grave kiffer. En plus, ouais, avec le boîtier hyper fin de CCC, c'est hyper élégant, je trouve. Et dernière, hop, pareil, je vais la laver un peu, elle est poussiéreuse. Ça, c'est ma plus grande fierté, ma plus grande trouvaille. Oh là là, ça brille dans tous les sens. Le Gengar X, pareil, je fais des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller checker sur Insta. Illustré par Monsieur Harita, encore une fois. Avec un foil, là c'est à t'arracher les yeux tellement ça te brûle la rétine. Il y en a vraiment partout. On dirait que vraiment le foil sort de la carte parce qu'il vient s'implémenter aussi sur les contours, qui est hyper emblématique du bloc X avec ce Gengar X. Je le trouve incroyable. Il a un tout petit Spirouli dans la main qui le rend encore plus mignon. Et cette carte-là, pour l'anecdote, j'ai déjà raconté, mais je vais le redire. Je l'ai payé 60 € sur eBay. Alors que ça vaut pas du tout ce prix-là, vous vous doutez bien, parce qu'elle était sale. En gros, elle avait des taches de crasse partout sur la surface. Et donc, je pense que la personne la vendait comme dans un état quasiment. Et j'avais l'intuition que la carte était quand même dans un état général hyper convenable. Juste, il y avait ces petites taches de crasse. Vous savez, ce genre de taches que vous avez quand vous jouez avec des sleeves pendant trop longtemps. C'est de la crasse qui s'accumule et ça fait des petits points marrons sur vos cartes. Et bien en fait ça, vous pouvez, attention je prends des pincettes, hein, vous pouvez essayer de les enlever pour rattraper vos cartes. Et donc j'ai pris le risque de l'acheter sur eBay. Je l'ai restauré et je l'ai envoyé en gradation et j'ai réussi visiblement à très bien le restaurer parce qu'il est revenu 8 sur 10. Donc ouais, une carte qui était vendue comme pour alors qu'elle est, elle est mint, hein. Je vous laisse apprécier. Il y a de la poussière malheureusement. De toute façon, je trouve que le récent est pas hyper stylé. De toute façon, le jour de paix, donc en vrai, moi je suis en pause aussi, et avec grand plaisir. Mais c'est même pas une question de scalping ou quoi que ce soit, c'est juste que toute la période Terra Crystal, c'était gaze de fou, quoi. Ah, je m'en lasse pas du tout et je suis hyper content genre d'avoir pris le risque d'acheter cette carte-là qui était peut-être irrécupérable. Et comment je l'ai récupérée? Attention, si vous flinguez vos cartes, je ne suis pas responsable. Je vais juste vous dire comment moi j'ai fait. En gros, j'ai pris un petit coton-tige. J'ai légèrement humidifié, pas mouillé, humidifié. Juste le fait que la pointe du coton-tige soit humide. Si c'est mouillé, s'il y a ne serait-ce qu'une goutte d'eau, tu flingues ta carte. Non, tu l'humidifies. Et une fois qu'il est humide, eh bien, tu frottes le plus légèrement possible sur les petites taches de crasse. Ça a fonctionné pour mon Gengar. Testez d'abord sur des cartes qui n'ont pas de valeur. Mais moi, j'ai réussi à le récupérer comme ça. Donc voilà, c'est tout pour mes cartes Pokémon dites classiques. Alors c'est tout, il y en a déjà quand même beaucoup. Hein. J'ai récupéré tout ça entre 2020 et 2023, 2024 quand même, je crois, parce qu'il y a quelques cartes 251 que j'ai dû récupérer début 2024. Donc en 3-4 ans globalement, ce qui est un laps de temps à la fois long mais à la fois court. Donc vous avez vu, j'ai récupéré vraiment les alternatives les plus cool du bloc épée et bouclier, quelques-unes du bloc EV et quelques cartes vintage. Donc je suis très content avec ça. Je collectionne plus de Pokémon pour l'instant, mais si jamais il y a de nouveau des cartes qui me hype beaucoup, j'essaierai de faire des concessions avec l'actualité multi-TCG pour essayer de les récupérer. On verra bien. Par contre, j'ai encore des cartes à vous présenter qui ne sont pas des cartes Pokémon éditées par Pokémon Company comme celle-ci, hein, mais qui sont des cartes Pokémon éditées par Bandai avant même que Pokémon édite des cartes, édite un TCG à jouer. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, je suis un collectionneur de Cardass Vintage Dragon Ball, mais Cardass, donc, qui est une sous-marque de Bandai, une série de cartes multilicences, eh bien, se sont positionnés très rapidement sur Pokémon avant que la firme Pokémon décide de confier l'impression à Wizard of the Coast, qui éditait déjà du Magic. Ils avaient confié entre guillemets les visuels de Pokémon à Bandai, et donc on a eu les fameuses Cardass de chez Bandai, donc avec les effets prismes bien connus sur les cartes Dragon Ball.
Pareil, j'en parle souvent parce que j'adore cette collection, je la trouve hyper sous-cotée. Il y a plein de collectionneurs Pokémon qui donnent pas du tout l'heure à ces cartes-là, alors que bah, globalement, c'est les premières cartes Pokémon, quoi. À l'époque où même ça s'appelait encore Pocket Monster. La face avant, c'est le Pokémon dans sa version illustrée par Ken Sugimori, donc toujours une illustration exceptionnelle. Derrière, vous avez le côté un peu data de la carte, avec les petites informations. C'est hyper vintage, hyper années 90, je suis complètement fan. Ici, on a le Sulfura. Faut apprécier, hein, c'est une DA, c'est une maquette, c'est tout un univers, mais je trouve que quand tu es fan de Pokémon Vintage, tu dois un peu aussi donner l'heure à ces cartes-là, quoi. Et ici, le Articodin. Très très sympa. Il y en a d'autres, des Cardass avec d'autres frames, mais qui sont plus difficiles à trouver et qui ont des prix plus conséquents. Là, voilà, la petite triplette des oiseaux. Hyper cool. J'ai aussi le petit Dracofeu. Hop là, qui est malheureusement un peu plié ici. Voilà, vous le voyez là. Ça m'a permis de le récupérer à un prix beaucoup plus abordable. Mais on a le bon Dracofeu ici. No data. Il n'a pas de data, le pauvre. Ah ouais, tu trouves l'illustration pas ouf? Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regarde-moi cette illustration de Zinzin. C'est le plus bel Elector de l'histoire d'Elector, à part l'alternative du bloc du 751, quoi. J'ai pas encore Florizard et Tortank, faudra que je me les procure. C'est un petit budget à rajouter. Combien ça vaut? Je saurais pas te dire. Pas très cher. Honnêtement, pas très cher. Quelques dizaines d'euros chaque carte, hormis le Dracofeu qui lui doit coûter plutôt dans les 150 peut-être, je crois. En tout cas, sur cette série-là, il y a des séries Cardass qui sont plus chères. Sur cette série-là, c'est environ ce prix-là. Là, on a le Mewtwo. Hop, attendez, je vais vous cacher la carte qui est en dessous. Le joli Mewtwo magnifique que j'avais acheté chez Card Hunter. Big up à lui au Gala TCG. Très très sympa. Hop. Et hop là, le Mew qui lui a un foil différent. Pareil, j'ai fait des vidéos sur cette carte là. Il a un effet laser qui est assez stylé, je trouve. Le petit Mew. Pareil, pas de data, c'est normal, c'est Mew. Hein. Je suis d'accord, mais je trouve que les séries sont globalement bonnes. Par contre, je mets une pièce sur le fait que les méga évolutions qui arrivent avec le nouveau bloc sont bien gaze, tout comme les TXY. À ce moment, je reviendrai. Ok. On verra bien le jour de paix. Moi, ça me va en vrai. Hein. Si Pokémon récent me hype pas, bah, c'est de l'argent en moins dépensé. En vrai, je suis très content là de plus acheter de Pokémon. Ça coûte assez cher et je me concentre plutôt sur le contenu et donc du coup sur d'autres TCG, quoi. Et donc voilà, c'est tout pour les Cardass Pokémon que j'ai. J'ai que celle-ci pour l'instant. Je suis pas pressé de toutes les récupérer, mais je vais récupérer au moins toutes les versions foil parce que j'ai une collection que j'aime bien. Ça rentre pour moi dans la DA des Cardass Vintage Dragon Ball. En tout cas, c'est une collection supplémentaire qui me plaît beaucoup, quoi. Il y a d'autres séries Cardass Pokémon que celle-ci, tout à fait, Francky TP. Ouais. Il y a d'autres séries Cardass que celle-ci et qui sont notamment un peu plus recherchées, car un peu plus rares à trouver. Voilà, je pense que j'ai fait le tour YouTube de tout ce que j'avais à vous présenter en Pokémon. Alors j'ai d'autres cartes, d'autres items évidemment, mais ça c'était le gros de la collection, le plus important, ce qui me tient le plus à cœur, ce qui me plaît le plus, ce que je garde et que j'expose et que je contemple, parce que ça me plaît beaucoup. Peut-être que je referai une vidéo collection Pokémon dans quelques années, histoire de mettre à jour. C'est pas une chaîne qui est vraiment dédiée à la création de contenu Pokémon, mais ça fait partie du TCG, ça fait partie de ce que j'aime collectionner et j'aime bien partager ma passion et mes collections avec vous. Donc on verra, on fera le bilan dans quelques années si cette collection a évolué ou pas. En attendant, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en pensez, quelles sont les cartes que vous appréciez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!